accueille avec plaisir aujourd'hui chez ICI Télévision, à l'émission à Agora, M. Robin Trahan-Paquette, diplômé d'un certificat en histoire et qui étudie présentement un baccalauréat en archéologie. Robin aspire à se spécialiser en recherche préhistorique et archéozoologique. Il se passionne aussi pour l'écriture et la fantaisie littéraire depuis maintenant plus de 6 ans. Son tout premier livre s'intitule « D'une dimension à l'autre », tome 1, publié chez les éditions du Panthéon en mars 2023. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Je souhaite la bienvenue parmi nous, M. Trahan-Paquette. Merci à vous de me recevoir. Ça fait plaisir de vous recevoir. Vous êtes l'auteur de ce livre, D'une dimension à l'autre, tome 1, publié chez les éditions du Panthéon. On est projeté à la lecture de ce roman vers des dimensions surnaturelles. On est à la fois entre êtres humains et pas des êtres humains. C'est des surhumains. Hein. Il y a une très belle créativité dans ce livre. Alors, par rapport au fait que, justement, vous entamez la fantaisie littéraire, comme vous le mentionnez, justement, dans vos écrits, comme genre littéraire, est-ce qu'on peut classer, justement, ce livre dans tout ce qui est science-fiction? Bien, c'est sûr que si on prend la définition de la science-fiction comme la création d'une version future de notre monde, en nous basant sur ce que pourrait être la technologie ou la science dans le futur, non, je ne pense pas qu'on pourrait classer mon œuvre dans cette catégorie parce que je m'intéresse beaucoup aux sociétés du passé, beaucoup aux structures sociétales historiques. Donc voilà, mais si on prend la définition plus large, comme seulement la création d'univers fictifs, de personnages imaginaires, avec des récits qui se déroulent dans des espaces-temps fictifs, alors là, oui, je pense qu'on pourrait classer mon ouvrage dans la catégorie science-fiction. Très bien. Ce récit débute par la rencontre de 3 inconnus. On parle de Argus, l'homme guépard, Ouroboros, l'homme démon, et Uzi, le moine guerrier. Ils se sont rencontrés à Broford et ils sont entraînés dans une aventure contrainte de relever de nombreux défis parce qu'ils vont rencontrer des gens durant leur itinéraire, leur cheminement. Ils vont voyager à travers des dimensions et ils vont se trouver dans des contrées qui sont lointaines dans l'espoir de rentrer un jour chez eux. Donc, c'est comme ça qu'on peut résumer le livre de manière générale. Quelles sont les valeurs qui motivent les personnages de ce livre, justement? Bien, en prenant le premier personnage, Arcus, en fait, je le décris beaucoup comme un personnage qui est très... premièrement, qui a une relation de conflit avec l'autorité. On dirait qu'il a souvent besoin de prouver qu'il est libre, qu'il est indépendant. C'est un personnage qui est un peu présomptueux, parfois qui est un peu impulsif aussi. Et c'est un personnage qui semble toujours être déchiré entre faire le bien ou le mal. Souvent, on dirait qu'il est coincé entre agir sous contrainte, mais pour le bien d'autrui, ou n'en faire qu'à sa tête et n'agir que pour lui. Et donc, je pense que les valeurs qui le motivent beaucoup, ça serait justement la liberté, l'indépendance, la moralité. Pour ce qui en est du deuxième personnage, Ouroboros, lui, c'est plutôt un personnage qui est calculateur, qui est stratégique. On dirait qu'il y a toujours un plan pour s'en sortir lorsque les choses tournent mal. C'est aussi un personnage, en fait, cette capacité-là qu'il a à réfléchir le rend dangereusement téméraire. On dirait qu'il pense toujours avoir tout prévu, puis il va souvent commettre des gestes, des actes qui sont un peu risqués. Et on découvre aussi que c'est un personnage qui est très à l'opposé des préjugés et des stéréotypes qui sont liés à sa race. Ça, c'est important parce que dans cet univers fictif, les hommes démons, donc la race d'Ouroboros, sont perçus très péjorativement. C'est des êtres desquels on se méfie. Et Ouroboros, lui, malgré tout, il va vouloir être très vaillant. Il va vouloir agir selon, être fidèle à lui-même. Donc, je dirais qu'il est surtout motivé par la bienveillance. C'est surtout la principale valeur. Et pour terminer, le dernier personnage, Uzi, il est beaucoup moins décrit que les deux autres. C'est un personnage, en fait, il y a beaucoup moins de chapitres qui sont dédiés dans le premier tome d'une dimension à l'autre. Mais on peut déjà voir que c'est un personnage qui est très renfermé, il est très centré sur lui-même aussi. Et à première vue, on dirait un fidèle qui est dévoué, qui est prêt à suivre les commandements de sa religion, parce que sa religion fait vraiment partie de sa vie. Mais quand on l'analyse d'un peu plus près, on peut voir qu'il existe peut-être des dissensions entre comment il voudrait vivre et comment il devrait vivre. Donc, entre ce qu'il doit faire, suivre sa voie religieuse, et entre ce qu'il
voudrait faire, donc suivre ses émotions, suivre ses désirs. Donc voilà pour les trois. Et la valeur qui unit ces trois-là ensemble, bien évidemment, c'est l'importance du chez-soi. Parce que, comme vous l'avez dit, bien, ils vont vouloir rentrer chez eux, ils vont voyager longtemps pour ça et ils vont trouver ça important. Très bien. Bon, alors il y a un personnage qui est Josiah, qui veut retrouver Alexandre, un membre de l'Alliance des empereurs qui a assassiné ses parents. Et durant le processus de la quête, il y a tellement de créatures rencontrées là, ou encore il y a des animaux. Vous faites parler des animaux qui parlent comme le guépard. Est-ce qu'il y a des points communs entre cette dimension justement que vous décrivez et la dimension qui est la nôtre, notre monde contemporain, à nous les êtres humains? Certainement. Je peux trouver plusieurs points communs entre l'univers que j'ai créé et notre monde à nous les humains, parce que, à mon humble avis, je crois que pour créer quelque chose, tout ce qui relève du domaine de la fiction, bien, ça doit d'abord se baser sur des faits réels. Je pense qu'il faut d'abord s'inspirer de ce que l'on connaît, ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce qu'on expérimente aussi, pour ensuite modifier le tout et présenter d'une manière nouvelle. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé faire dans ce récit, c'est justement prendre des traits culturels ou des aspects de notre humanité véritables et les mélanger avec des comportements ou des habitudes observées chez certaines espèces animales. Je vous donne un exemple très rapide de ça. Dans le récit, vous allez trouver entre autres l'exemple d'un peuple d'hommes scarabées, donc des créatures mi-hommes, mi-scarabées, qui ont coutume de s'adonner à un combat au corps à corps. Et c'est une lutte qui est à la fois inspirée du sumo, qui est une lutte traditionnellement japonaise, qui existe pour vrai, et qui est aussi inspirée des combats que vont se livrer les mâles scarabées rhinocéros pour conquérir une femelle. Donc c'est un comportement qu'on peut observer chez cette espèce animale-là aussi. Les deux mis ensemble, ça crée un trait culturel qui est fictif, mais qui est très vraisemblable aussi, qui a l'air très basé. Donc voilà. Excellent. Donc là, les traits de l'humanisme, là, les valeurs de l'humanisme, ils sont en quelque sorte projetés là, à travers ces personnages. Vous avez parlé aussi de bienveillance et puis surtout qu'ils sont motivés de retourner un jour chez eux. Très bien. Alors, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, à l'émission Agora chez ICI Télévision. J'accueille Robin Trahan-Paquette, qui a écrit ce livre d'une dimension à l'autre chez les éditions du Panthéon, tout récemment, en 2023. Alors, c'est du fantaisie littéraire, c'est de la créativité pure. Ça nous permet de s'évader quelque part dans une autre dimension, je veux dire, qui n'est pas la nôtre, mais on sent les valeurs, on sent des conversations là, à la lecture de ce livre, qui sont assez inspirants. Bon, alors, il y a tellement de noms anodins, là c'est très instructif justement. Un Sif, un Kabir, un Célérax, des hommes hyènes, des hommes cobras, des elfes, etc., des sagittaires. Bon, comme je disais, il y a un bel effort de créativité et surtout il y a le pouvoir magique qui existe aussi dans tous les sens, comme par exemple celui du grand génie, Gélès ou Gélès, je pense qu'on le dit comme ça. Mais surtout aussi la dimension de l'air où les âmes travaillent et la dimension du feu et de l'enfer où les âmes souffrent. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une portée philosophique dans ce roman que vous avez voulu, purement philosophique justement? Pour être honnête avec vous, quand j'ai écrit ce récit-là, je ne prévoyais pas insérer une portée philosophique précise. J'ai vraiment écrit de manière spontanée pour mon plaisir. J'ai voulu laisser libre cours à mon imagination. Et le but premier du récit, c'était de faire voyager les lecteurs, c'était de leur permettre de justement s'évader dans leur imaginaire. Par contre, en rétrospective, effectivement, je peux peut-être discerner deux portées philosophiques précises. Premièrement, je nommerais ce que j'appelle le cheminement au travers des épreuves de la vie. Je dis ça parce que au cours de leur périple, les protagonistes vont souvent avoir l'impression de régresser, de s'éloigner de leur chez-soi, au lieu de progresser et d'aller vers là où ils veulent aller. Mais pourtant, leur évolution est constante. Ils vont quand même progresser, ils vont quand même évoluer tout au long de leur aventure. Et ce lien-là, je pense qu'il est à faire avec nous les humains aussi, où des fois dans notre vie, on a l'impression de stagner, on a l'impression même de régresser à certains moments, alors qu'on continue d'évoluer toujours et on continue de progresser. Et pour ce qui en est de la deuxième portée philosophique, je pense que ça rejoint vraiment la recherche d'un lieu idéal ou du bonheur.
Ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que ben, les personnages veulent à tout prix retourner chez eux. C'est vraiment perçu comme un lieu idéal pour eux. Et ils vont oublier des fois de regarder un peu autour d'eux, de voir que les endroits qu'ils découvrent au long de leur chemin pourraient aussi leur paraître idéaux, pourraient aussi leur apporter beaucoup de bonheur s'ils ne se laissaient ne serait-ce qu'un peu de temps pour les considérer à leur juste valeur. Et le lien à faire avec ça, c'est que ben, nous aussi, souvent, on a un but, on a un endroit où on veut aller, et on oublie trop souvent, je trouve, de voir la beauté dans ce qui nous entoure et sur notre chemin. Donc, Tout à voilà. fait. Mais voilà, Je vous en pour les prie. deux portées principales. Parfait. Euh, c'est intéressant ce que vous dites justement à ce niveau, surtout pour ce qui est du cheminement et la valeur du cheminement, parce que hein, il y a une portée quelque part qui, je dirais, profondément philosophique, c'est celle de se dire que dans tout cheminement, peu importe le résultat, on a fait ce cheminement, il faut accepter comme quoi il y a une réussite et il y a un échec dans la vie. Mais ça me paraît aussi intéressant dans la mesure où on peut cibler la jeunesse, vous savez. Moi, j'ai peut-être vu le livre comme il peut être destiné, pas juste pour un public adulte, mais pour les jeunes aussi. Est-ce que vous le voyez comme ça? Certainement. Ben, c'est sûr que le vocabulaire, à certains endroits, je crois, est quand même soutenu. Je crois que moi, je perçois que ça serait peut-être destiné aux adolescents, jeunes adultes, mais Voilà. effectivement, comme vous le dites, je pense que dès qu'on aime la fantaisie littéraire, dès qu'on aime imaginer, qu'on aime se projeter dans un monde comme ça, il n'y a pas d'âge. Je pense que pas mal tout le monde peut aimer ça. C'est pas mal tout le monde qui peut avoir cela. D'accord. Créer un portail pour s'ouvrir vers la dimension de l'air et de la terre, c'est se libérer et rentrer chez soi. Mais dans le fond, parce que rentrer chez soi, est-ce qu'on parle vraiment de la terre, mais rentrer où? Parce que le questionnement demeure. Est-ce qu'on parle carrément de rentrer ou d'accoster vers la terre, là, qui est finalement le chemin final et l'accès final? Ben, en fait, pour clarifier, au cours du récit, les personnages vont voyager d'une dimension à l'autre. Donc, ils vont Mhm. traverser divers environnements. Il y a 5 dimensions principales. Donc, celle du feu, de l'air, de la terre, de l'eau et de Phallium. C'est donc des dimensions qui sont liées aux éléments naturels et c'est des environnements qui sont très distincts les uns des autres. Et le but des protagonistes, c'est de trouver un portail qui va les ramener vers Phallium, vers la dimension dans laquelle ils habitent normalement. Malheureusement, ça ne sera pas facile et pour y arriver, ben, ils vont être obligés des fois de requérir l'aide de génies élémentaires. Donc, vous mentionnez Gélès tantôt d'ailleurs, qui est un génie de l'air. C'est tout simplement des entités magiques assez puissantes qui vont être capables de créer des portails, notamment. Et ben, ça va être utile pour les protagonistes. Donc, oui, ils traversent plusieurs dimensions, ils veulent se libérer, ils veulent rentrer chez eux et c'est pour ça qu'ils vont voyager beaucoup. D'accord. En écrivant ce livre-là, avec ces personnages, est-ce qu'il y a, en décrivant vos personnages, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont rapproché ou qui vous rapprochent de ces personnages, des choses que vous voulez dire à travers ces personnages, de manière, je dirais, pas juste générale, mais de manière détaillée? Ah, c'est une bonne question, honnêtement. C'est sûr que moi, je pense que les personnages qu'on écrit reflètent un peu une partie de nous. C'est sûr que des fois, il va y avoir des personnages qui vont être moins diversifiés. Des fois, on va vouloir séparer certains aspects de nous-mêmes dans les personnages. Des fois, même, c'est des aspects qu'on découvre après. Donc, en rétrospective, on peut voir, ah, c'est vrai, tel aspect se rapproche de moi. Les désirs, etc. Ça dépend vraiment de ce que l'auteur veut faire. Mais ouais, je pense que certaines périodes de la vie aussi, vous savez, ce livre-là remonte quand même à, en fait, a été écrit sur une période de presque 6 ans. Donc, OK, ce que j'étais à l'époque, quand je l'ai commencé, versus maintenant, c'est une évolution aussi qui peut être perçue au travers des personnages. parfait, excellent. Ce qu'on va faire, c'est peut-être proposer un extrait, mais je pense qu'on va le faire peut-être après la pause dans les prochaines minutes. On accueille aujourd'hui, mesdames et messieurs, Robin Trahan-Paquette qui a écrit ce livre qui est d'une belle profondeur, d'une belle créativité, d'une dimension à l'autre. C'est un tome 1 et apparemment il va y avoir un tome 2, puisqu'on vient de le spécifier, il va y avoir une suite éventuellement d'une dimension à l'autre, tome 1 par Robin Trahan-Paquette, publié chez les éditions Panthéon. On vous revient dans les prochaines minutes pour continuer la conversation avec notre invité de ce jeudi chez Agora. Restez avec nous.
De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Agora. Mais d'abord, j'aimerais lire cet extrait. Écoutez, l'enfant déchu, page 162, il y a de la poésie et il y a une symbolique quelque part de la part de notre invité de l'auteur. Doux et fragile, nouveau-né, ayant le profil d'un parfait héritier, vu l'impureté de son sang, fut abandonné par ses parents. Attiré par les plaines du bambin, apparaît par chance un jeune gabelin. Pitié s'empara du nouveau-né, puis rapporta le rejeton à sa tribu. L'enfant grandit sous l'aile de ses protecteurs, vivant comme s'il était des leurs, s'imprégnant des coutumes des gobelins, jusqu'au jour où il fit la rencontre d'un autre être humain. Ben, ça nous rappelle un peu les 17e, 18e, 19e siècle, hein, les pièces théâtrales de l'organisation de Victor Hugo, etc., même de Molière. Mais j'ai été interpellé par ce passage, l'enfant déchu. Voulez-vous nous en parler? Est-ce qu'il y a une symbolique justement à ce passage? Ouais, ben, pour clarifier, en fait, ce poème-là, ça raconte l'histoire d'un enfant qui est abandonné par ses parents, par la famille royale, qui est Oui. recueilli par des gobelins, et ensuite le sort malheureux qu'il va vivre quelques années plus tard lorsqu'il est retrouvé par le roi, par son père. Et pour vous dire, honnêtement, mon but initial, c'était seulement de d'écrire un poème. Quand je l'ai écrit au début, je voulais juste essayer de jouer avec les mots, laisser libre cours à mon imagination. Mais c'est après, en rétrospective, que j'ai pu voir qu'il s'insérait bien, ce poème-là, dans le récit. D'accord. Parce que c'est un poème qui rejoint beaucoup la thématique de l'injustice. C'est un thème qui est subtil, mais omniprésent tout au long du récit. Mais ce poème-là le fait de manière très exagérée. On dirait que l'injustice que vit l'enfant dans le poème, c'est une accentuation de l'injustice que vivent les protagonistes au cours de leur aventure, qui, eux, ne veulent pas être là, ne veulent pas avoir à relever tous ces défis. Donc, ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, je trouvais aussi que c'était un poème qui entrait beaucoup en contraste avec le personnage d'Ouroboros. Parce que c'est lui, Ouroboros, qui narre ce poème-là, qui le raconte aux autres dans le récit. Et Ouroboros est un personnage qui est perçu comme assez encourageant. On dirait qu'il veut justement, avec ses plans, toujours s'en sortir. Il est assez optimiste. Et ça peut donc paraître surprenant qu'un être comme lui puisse autant apprécier, autant affectionner un poème aussi défaitiste que celui de l'enfant déchu. Donc, c'est un contraste que j'ai trouvé intéressant. Je voulais le mettre en valeur. C'est très poétique, en effet, et c'est interpellant. Voici venir le temps de vous suggérer de nous lire un extrait, si vous voulez bien, d'une dimension à l'autre. C'est à vous. En fait, cet extrait-là, c'est lors d'une conversation entre deux personnages, entre Arcus et Delphine. Arcus vient juste de raconter à Delphine pourquoi il déteste autant les canins, donc les chiens, les loups, les licarons, les renards, etc., et quelles sont les mauvaises aventures qu'il a vécues en leur compagnie. Donc, ça commence ainsi. Arcus commence en disant, je cite, « Bref, tu comprends maintenant pourquoi je n'apprécie guère les chiens, les licarons, les loups et les renards. Je suis navré que tu aies eu à subir de telles expériences, répondit Delphine, compréhensive. Cependant, je souhaite que tu aies la chance de côtoyer plein d'autres canins au cours de ta vie. Le félin lança un regard perplexe à l'elfe. Oui, tu m'as bien comprise, continua-t-elle avec assurance. J'espère que tu feras de belles rencontres qui altéreront tes opinions à leur sujet. Il existe de bons et de mauvais chiens, tout comme il existe de bonnes et de mauvaises personnes. Cependant, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises races, car les individus qui les composent sont tous différents. En fait, ce passage-là, je l'ai beaucoup aimé parce que il exprime une tendance qu'ont certaines personnes de juger très rapidement les autres lors d'une première rencontre. Donc, le fait de se faire une image fixe et immuable de quelqu'un ou d'un groupe de personnes, avant même de laisser la chance à ces personnes-là de prouver ce qu'elles valent. Dans l'extrait, Delphine essaie de faire comprendre à Arcus que son aversion envers les canins est très généralisée, qu'il devrait peut-être se laisser la chance de modifier ses perceptions afin de vivre des belles expériences, afin que certains canins peut-être lui fassent vivre des belles expériences. Et cette tendance-là aussi à juger très rapidement s'exprime complètement dans le personnage de Delphine en tant que tel. C'est une femme qui est d'abord décrite comme un peu niaise, un peu candide, qui dit des choses un peu légères. On dirait qu'elle n'a pas de profondeur dans ses propos, est un peu tête en l'air. Mais dès qu'Arcus se donne la peine de discuter avec elle, il se rend instantanément compte qu'il avait une mauvaise perception d'elle au début et il se surprend à se rendre compte qu'elle est beaucoup plus sage qu'il le croyait préalablement. Donc voilà pourquoi j'aime ce passage. Parfait. Et donc, vous le dites si bien, d'où l'importance de ne pas juger quelqu'un à la hâte.
Donc il ne faut jamais se précipiter justement sur les jugements hâtifs. Donc il semble finalement que le désir de justice et de vengeance apparaît dans certains chapitres. Cela nous rapproche en quelque sorte de la mythologie grecque. Je dois vous dire que parfois j'ai eu l'impression qu'on on est dans cette dimension hein, du dieu Zeus ou du dieu Bacchus, etc. Est-ce que cela a été une source d'inspiration pour vous, la mythologie grecque Qu'est-ce qu'il faut dans le fond qu'on retienne justement de la rencontre de toutes ces créatures? Ben, premièrement, pour être honnête avec vous, non, la mythologie grecque n'a pas constitué une inspiration directe pour mon récit. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de comparaisons. Il y a des choses qui se ressemblent au niveau des divinités, etc. Mais je m'y connais assez peu sur la mythologie grecque. J'ai plus eu la chance d'explorer superficiellement plusieurs mythologies, plusieurs croyances. Puis, comme je le disais un peu tantôt, j'aime beaucoup amalgamer des traits culturels ou des croyances, etc., pour essayer après ça de modifier le tout pour concevoir quelque chose de nouveau. Donc, non. Mais pour ce qui en est du désir de justice et de vengeance, c'est vrai que c'est un thème qui est très récurrent dans le livre. C'est souvent la justice et la vengeance sont souvent associées aux réactions ou aux comportements que vont avoir certains personnages face aux injustices qu'ils vont vivre. Si je prends encore une fois l'exemple d'Arcus, un des personnages principaux, ben, souvent il va vouloir rééquilibrer les choses, il va vouloir user de la justice ou de la vengeance. Il n'hésitera pas même parfois à enfreindre les lois ou à perturber l'ordre social pour être capable d'aider quelqu'un à qui il tient. Donc oui, la justice et la vengeance sont très présentes. Et vous disiez aussi pour les rencontres de ces créatures. Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne de la rencontre de toutes ces créatures? Et comme il reste 30 secondes, on enchaîne aussi avec votre projet. Est-ce qu'il va y avoir tome 2? D'accord, ben je fais vite en fait. Oui, ce que j'aimerais qu'on retienne de cette rencontre-là, c'est que les créatures qui sont présentées ont un caractère très semblable et différent à la fois. Donc, c'est des créatures qui sont très diversifiées, ils ont des idéologies, ils ont des apparences, ils ont des capacités physiques très différentes, et pourtant, ces créatures-là vont s'unir pour atteindre des buts communs. Ils vont user de leur force et de leur différence pour être capables d'atteindre ça. Et moi, en fait, oui, j'aimerais beaucoup faire un tome 2, j'ai des idées pour la suite. Donc, j'aimerais vraiment être capable aussi de participer à des salons du livre. Ça serait dans mes projets futurs. Ce serait très bien. Alors, merci beaucoup, Robin Trahan-Paquet, d'avoir répondu à notre invitation. Auteur d'une dimension à l'autre, tome 1, publié chez Panthéon, édition Panthéon. Merci d'avoir été parmi nous. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Prochain invité jeudi chez ICI Télévision, Agora, 15h30. Au revoir.